les causeries de la data, Dataring à l'antenne avec donc Franck Charrier, votre petit serviteur, chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine, managing partner, comme vous le savez, du cabinet d'avocats Altige et délégué à l'innovation et au numérique du barreau de Toulouse. J'ai le plaisir pour cette session 2 de Dataring et de nos causeries maintenant mensuelles du jeudi d'accueillir avec nous Jean-Louis Freyss, qui se présentera, qui est surtout expert, qui est expert numérique en santé, cofondateur de Bot Design et de Next Step Santé. Nous accueillons également Jean-François Moulin, qui est docteur et DPO à l'Institut Paoli Calmette, ainsi que Manon Coustol, qui est avocat au sein du cabinet Altige et qui intervient au sein du département technologie avancée, notamment pour tout ce qui concerne les données de santé. Nous avons enfin Marc Stulzmann, qui est avocat, docteur en droit public, chargé d'enseignement. Nous allons aujourd'hui aborder la question des données de santé. Est-ce que nos données de santé sont solubles dans la Covid-19, ses variants et les vaccins ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Qu'en est-il aujourd'hui du solutionnisme technologique dans lequel nous sommes en train de sombrer en matière de données de santé ? Qu'est-ce qu'une donnée de santé ? Quels sont les enjeux ? Vers quoi allons-nous ? Voilà modestement les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors en premier lieu, nous allons d'abord nous attacher toujours, parce que nous sommes des juristes, nous sommes des professionnels, à décrire ce dont il est question. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle concernant la santé, Manon ? Une donnée personnelle concernant la santé, il faut d'abord préciser que c'est effectivement une catégorie de données à caractère personnel, c'est-à-dire une donnée qui permet d'identifier une personne physique. Et cette donnée de santé est une donnée définie par le RGPD comme une donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique. Globalement, on schématise un petit peu, on a 3 catégories de données. Des données de santé qui sont des données de santé par nature, telles que par exemple des antécédents médicaux, des résultats d'examen. On a également des données qui sont des données de santé par croisement avec d'autres données et qui donc deviennent des données de santé. Et des données de santé qui sont des données de santé par destination, c'est-à-dire que l'utilisation qu'on va en faire va nous permettre d'obtenir une information concernant l'état de santé d'une personne. Il faut savoir que jusqu'au RGPD donc de 2016, entré en vigueur en 2018, il n'y avait pas de définition à proprement parler de la donnée de santé, une jurisprudence un petit peu fluctuante qui nous apportait des éléments, mais c'est réellement le RGPD qui est venu nous définir la donnée de santé dans l'article 4 au titre de toutes les autres définitions proposées par le règlement. Et qui prévoit donc une définition qu'on constate un peu large, puisque c'est toute information qui va se rapporter à l'état d'une personne. Et cette qualification de données de santé, elle a une importance, c'est un petit peu tout l'intérêt aussi de ce sujet, parce qu'elle va avoir des enjeux. L'enjeu définitionnel de la donnée personnelle est important, puisque derrière, on a une réglementation spécifique qui vient s'appliquer et qui mêle des outils juridiques qui sont tout à fait différents. C'est-à-dire que le RGPD va prévoir une réglementation spécifique pour les données de santé, puisque ce sont des données qui sont des données sensibles et qui, en tant que données sensibles, bénéficient d'une protection spécifique. Cette protection spécifique, elle est prévue par l'article 9 du RGPD, qui en fait des données dont le traitement est par principe interdit, au même titre que des données relatives à une opinion religieuse, une opinion politique ou philosophique. Le principe étant que ce traitement de données à caractère personnel est interdit. On a toutefois des exceptions qui viennent permettre le traitement de ces données à caractère personnel. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment dans le cadre de la crise sanitaire Covid et éventuellement des obligations qui ont permis le traitement de données de santé dans ce contexte-là. Il faut savoir qu'il y a également des implications, puisque une donnée de santé,
par conséquent, elle va imposer le respect du secret médical qui est défini par le Code de la santé publique. Également, la donnée de santé, elle a une importance. Pourquoi ? Je pense que M. Freyss pourra également nous en parler sur l'hébergement de données de santé, puisqu'on a un dispositif spécifique dans le Code de la santé publique qui fait que pour l'hébergement de données de santé, il faut que l'hébergeur soit ce qu'on appelle aujourd'hui certifié, ce qui auparavant était un agrément, et donc des conditions bien particulières. Donc nous reviendrons sur la régulation et puis sur la suite, c'est-à-dire l'interdiction de procéder à une cession, une exploitation commerciale des données de santé, alors qu'on le constate qu'on est et que l'on va vers une marchandisation accrue. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la définition, parce que la définition, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'au départ, il n'y en avait pas, qu'aujourd'hui, elle est large. Donc, si je vous comprends bien, dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la notion, elle va être appréciée au cas par cas. 3 grandes catégories de données. Données de santé par nature, par exemple vos antécédents médicaux, vos maladies, les données qui vont être croisées avec d'autres données et qui vont donc devenir des données de santé, par exemple, croisant entre une mesure de tension avec la mesure de l'effort, donc nos fameuses Apple Watch. Et puis, vous avez également les données de santé par destination, c'est-à-dire en fonction de l'utilisation qui en est faite au niveau médical. Donc, en clair, si je n'ai aucune conséquence relative à l'état de santé d'une personne physique, alors il ne s'agit pas d'une donnée de santé. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ces données, eh bien, elles méritent une protection particulière parce qu'elles nous définissent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a, comme vous l'a expliqué Manon, des dispositions qui sont spécifiques. Il y a des enjeux, il y a une régulation. Mais il faudrait peut-être qu'on s'attache aussi à la définition historique, parce qu'on ne va pas comprendre le régime de protection dans lequel on est aujourd'hui, avec l'interdiction de procéder à une cession ou une exploitation commerciale des données de santé, avec ces dispositions spécifiques en matière d'hébergement, si on ne comprend pas historiquement ce qu'est une donnée de santé, parce que vous allez voir tout à l'heure, je veux faire intervenir des professionnels qui manipulent tous les jours des données de santé, au premier rang desquels un DPO, au second rang desquels un spécialiste qui intervient sur de la pédagogie, sur des bots conversationnels pour intervenir sur une espèce d'apprentissage, on va dire de faire de nous des acteurs de notre santé. Moi, j'aimerais que, Marc, tu nous donnes une définition historique pour comprendre tous nos enjeux. Alors, bonjour à tous. La définition historique, elle est assez simple finalement, parce qu'au-delà de la définition telle qu'elle est précisée maintenant par le RGPD, l'émergence de la notion de données de santé, c'est déjà un combat dans la loi. En 1978, dans la première grande loi informatique et liberté, dans celle qui fonde la CNIL, la notion de données de santé est inexistante. Et pourtant, le projet de loi, il est co-signé par le ministre de la Santé de l'époque, qui n'était autre que Simone Veil. Et il va falloir attendre 1994 et les grandes lois bioéthiques pour avoir l'adjonction dans cette loi du chapitre de mémoire, c'est le chapitre 5 et le chapitre 9, relatif au traitement de données sur la recherche médicale. Et à travers ça, l'apparition, l'émergence d'une notion de données de santé. En 2000, autour des années 2000, entre 2000 et 2010, on va voir apparaître des données qui n'existaient pas pour le commun des mortels. Demandez à quelqu'un en 1990 quel est son taux d'oxygénation dans le sang, il n'en sait rien, c'est un dispositif médical. Aujourd'hui, une simple Apple Watch permet de le connaître en temps réel. Et donc, cette apparition, ça peut être par exemple du rythme cardiaque comme d'une donnée de santé que la personne va pouvoir se saisir en permanence et suivre en permanence, c'est dans les années 2000-2010. En 2011, on a encore une nouvelle révision de la loi informatique et liberté, et notre notion de données de santé, elle va croiser d'autres notions, notamment celle des données sensibles, et on va voir apparaître les premières tumorothèques, qui sont des condensés, entre guillemets, de recherche scientifique et de données de santé. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un élargissement des données de santé qui sont collectées, on a un accès qui est facilité, en particulier pour les secteurs privés, mais pas simplement pour les GAFAM, mais également pour ce que vient de nous décrire Marc, les medtech, les startups, les assureurs. À noter qu'on attend toujours des décrets officialisant les critères de sélection des projets qui vont avoir accès aux données qui ne sont toujours pas parus. On le regardera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
aujourd'hui, au-delà des enjeux, c'est dans quel monde on est en train de basculer. Parce qu'il y a quand même on va dire des considérations, en particulier étatiques, qui m'interpellent, surtout lorsque l'on m'explique et lorsque je constate qu'il y a une fascination sur les nouvelles technologies, sur le fait qu'on est en train de nous dépeindre des IA de santé en nous expliquant que c'est une chance inouïe d'accélérer le calcul réservé à Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui reprend la philosophie de Leibniz. Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la nouvelle des technologies, il ne s'agit pas d'avoir peur des hommes augmentés, mais il ne faut pas que les hommes soient des hommes réduits à la technologie. Donc ce ne sont que des outils. Donc aujourd'hui, il faut savoir penser une politique publique de la santé. Il faut que les finalités, elles soient pensées, qu'elles soient décrites, parce que si la manipulation, la conservation, l'exploitation des données de santé constitue un avantage compétitif pour tous ceux qui vont mettre en place des intelligences artificielles ou des algorithmes, ou peu importe, pour que l'on soit et qu'on ait une place sur le marché de l'IA, encore faut-il qu'on manipule ces données de manière responsable et éthique. Donc au-delà des fantasmes technologiques de l'IA et de la privatisation de nos données de santé, qui est un constat aujourd'hui, moi j'aimerais interroger d'abord le DPO, le Data Protection Officer, c'est-à-dire le maître d'orchestre ou le chef d'orchestre de la donnée dans un organisme privé. Je voudrais interroger Jean-François Paoli, qui est DPO à l'Institut Paoli Marseille, pour une première question. Parce qu'on est tous désemparés devant on va dire dans une accès à la technologie ou devant le médical, lorsque on est nu devant le médecin, on est nu devant les technologies qui manipulent nos santé, on ne sait pas trop. Donc, comment on informe les personnes dont les données de santé sont collectées avec cette multiplication des capteurs, cette multiplication de l'exploitation des données de santé et une définition qui est très large, en fait, puisque même toutes petites choses peuvent révéler notre état de santé. Donc, Jean-François, vous qui intervenez au sein d'un institut, vous qui êtes oncologue, comment vous avez fait pour informer le responsable de traitement, vos collègues, pour la façon dont on doit prendre des mesures appropriées pour informer les personnes concernées, c'est-à-dire nous, les patients? Comment on doit et comment on peut informer le patient? Puisque Manon vient de nous le dire, du fait des dispositions spécifiques en matière de RGPD, de la nécessité de respecter le secret médical, des dispositions spécifiques applicables, l'information, elle doit être concise, transparente, compréhensible, aisément accessible. Mais c'est compliqué, ça. Comment on informe? Quel contenu de l'information doit être mis en place? Dans le domaine de la santé et surtout dans le domaine de crise sanitaire, les responsables de traitement, ils sont multiples. Ça va du professionnel de santé au fournisseur de solutions techniques. Comment on informe ces personnes? Alors, est-ce que Jean-François peut me répondre et puis ensuite Jean-Louis? Alors, Jean-François m'écoute? Oui, tout à fait. Alors, Bonjour comment vous tout le faites, monde. vous, à Marseille? Pour qu'on comprenne Oui, un peu Ça, c'est une première question. On en aura d'autres, mais c'est une première. Oui, donc merci pour cette question très intéressante sur l'information, d'autant plus qu'avant d'être DPO, je coordonnais le comité de pilotage sur l'information du patient. Alors ça ne concernait pas l'information sur la gestion des données de santé en tant que données, mais ça concernait l'information en tant que soin. Et donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et effectivement, je trouve que l'avantage du RGPD, c'est qu'il décrit de manière extrêmement précise quels sont les éléments que l'on doit fournir aux personnes dont on traite les données. Et finalement, on avait l'habitude jusqu'à présent dans le soin de souvent expliquer, peut-être pas toujours très bien et pas très clairement aux patients ce qu'on allait faire de leur corps pour les soigner, mais quelque part ils attendaient de nous qu'on s'en occupe le mieux possible et puis qu'on leur explique éventuellement le mieux possible. Maintenant, se rajoute cette dimension-là de la création de ces données qui sont effectivement des outils de valeur et en particulier de la capacité que nous allons avoir et que nous avons déjà de réutiliser ces données pour la recherche. Et alors là, effectivement, ça rajoute une couche supplémentaire de complexité dans le discours d'information qui, à mon avis, ne peut plus passer que par la parole et par le colloque singulier entre le médecin et le patient, mais doit forcément être découpé en étapes d'informations successives pour apporter les informations
adéquate et suffisante au bon moment, puis un autre niveau d'information ultérieure pour améliorer la capacité de compréhension. Et donc ça demande quand même des grands bouleversements organisationnels, mais aussi comportementaux, avec une acculturation de l'ensemble des professionnels de santé à la notion d'information, parce que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'informer dans les essais cliniques où on leur remettait cette fameuse note d'information et le consentement à la recherche biomédicale qui faisait entre 10 et 25 pages ou 30 ou 40 en fonction de la complexité de la recherche, validée par des comités de protection des personnes, que des comités patients avaient relus, donc ils étaient quand même rendus accessibles à la compréhension, mais on leur remettait ce document sans trop finalement argumenter. Maintenant, quand même, se rajoute dans la vie quotidienne d'un patient et d'un professionnel de santé qui manipule finalement au quotidien des données, qui va en collecter de nouvelles, effectivement, les outils connectés, les questionnaires qu'on va envoyer, les outils de détection à domicile, des tas de variables qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et donc nous obliger à comprendre ce que nous faisons pour expliquer aux patients ce que nous allons en faire. Et donc, c'est tout le sujet, par exemple actuellement, où on est en train de revoir les consentements, en particulier le consentement biotech, qui est obligatoire pour pouvoir conserver des échantillons biologiques pour de la recherche, auquel on est en train d'adjoindre une note d'information et un consentement pour l'enregistrement des données pour la recherche. Et donc mobiliser l'ensemble des professionnels de santé intéressés par ce sujet autour de ces questions et leur expliquer que l'article 13, l'article 14 détaillent, et donc on a des guidelines à respecter, et je trouve que le RGPD apporte cette clarté-là. Mais oui, c'est très compliqué, ça va nous demander des modifications organisationnelles, probablement trouver des outils techniques pour améliorer le transfert d'informations, vérifier la compréhension et une acculturation et une éducation des professionnels de santé à la question de la donnée de santé, à la question de la dimension extrêmement large de la donnée de santé et à la question du risque de ces données de santé. Jean-François, et donc sur le les risque, considérations à la fois éthiques et à la fois éthique. Et vous avez vu les dernières attaques, là encore, cette semaine, au-delà de la fuite de données là, de 500 000 personnes concernant les laboratoires d'analyse du Nord, les 2 dernières cyberattaques. On voit aujourd'hui que cette exposition au risque, elle est grandissante, que les données de santé suscitent énormément de convoitises. J'aimerais savoir, sur la question qui a été posée sur la façon dont on peut améliorer on va dire, cette prise de conscience du risque lié à l'exploitation exponentielle des données de santé, j'aimerais également avoir la vision de Jean-Louis au travers des dispositifs qu'il a mis en place, des défis qu'il a pu essayer de relever et son constat. Et ensuite, quelles solutions il a essayé de mettre en place en termes d'information et de contingentement du risque au niveau de la divulgation involontaire, bien évidemment, de données de santé. Jean-Louis, à toi. Merci France. Moi je voudrais redire que moi je suis également soignant d'IPO aussi dans une association de santé qui collecte des données sur le Covid long. Actuellement, on en reparlera si vous voulez. Je voulais remettre un certain nombre de choses en perspective pour compléter le très bel exposé que vous venez de faire les uns et les autres. D'abord, on voit en effet que la donnée de santé, c'est un enjeu majeur. La preuve, c'est que quand on va sur le dark web et qu'on regarde le tarif des données de santé, on voit bien le tarif d'ailleurs qui n'est pas le même aux USA et en France, entre un numéro de sécurité sociale, entre ce qu'on appelle un lit, puisque on appelle plutôt ça des lits dans la donnée, pas des personnes. C'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on voit bien toutes ces attaques de cybersécurité, donc ou toutes ces cyberattaques. Moi, je sais que c'est une notion juridique compliquée, mais j'aime bien rappeler quand même qu'en France et en Europe, on n'est pas propriétaire de ces données de santé, on en est usufruitier. J'aime bien la notion suivante, c'est qu'on ne vend pas son cœur
Et donc, dans le prolongement de la corporalité, il y a l'électrocardiogramme. Et comme on ne vend pas son cœur, on ne vend pas les données de son électrocardiogramme. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas la même approche en Chine et aux États-Unis par rapport à ça. Alors, les données de santé, c'est des enjeux majeurs parce que c'est important pour les soins, pour les parcours de soins, pour l'étude des coûts, mais c'est important pour la recherche. Et c'est évidemment aujourd'hui tout le carburant des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Alors, comme tu le disais, nous, dans nos solutions de robots conversationnels qui permettent de faire du prédiagnostic et du suivi, mais dans toutes les solutions numériques, pas que dans les nôtres, on est confronté évidemment à un énorme enjeu qui est l'enjeu de la confiance. Et ça, celui-là, moi, il est extrêmement important pour moi parce que le patient, mais aussi les professionnels de santé vont être rassurés sur l'utilisation des outils numériques dont on ne doit pas dire, comme tu le disais tout à l'heure, France, et je suis d'accord avec toi, que c'est le nouveau Graal et que ça va servir à tout. Les outils numériques aujourd'hui, en France, heureusement, dans le Code de la santé publique, ça ne fait pas de diagnostic, ça fait de l'aide à la décision et du coup, derrière, eh ben, si on veut donner confiance et si on veut donner confiance à l'utilisateur, que ce soit le médecin ou le patient, il faut amener plusieurs choses. Il faut amener de la sécurité. Donc aujourd'hui, il y a un énorme enjeu de sécurité. Alors sécurité, les données de santé, on le sait, y compris quand on est une start-up et que ces start-up font des POC, on doit stocker les données en hébergement HDS, hébergement de données de santé, avec un certain nombre de polémiques aujourd'hui, parce que pour avoir l'agrément HDS et pour être inscrit sur le site de l'Agence du numérique en santé, il y a tout un certain nombre de conditions que l'on doit remplir, et entre autres, le stockage de ces données sur le sol européen. Mais évidemment, ça pose des questions parce que je stocke mes données sur le sol européen, mais je suis peut-être une boîte dont le siège social est aux États-Unis. Et si le président des États-Unis décide qu'il va venir me choper mes données, pardonnez-moi l'expression, eh ben, il va avoir le droit de le faire. Alors évidemment, c'est pas du fantasme, c'est pas aussi facile que ça, mais quand même, c'est une vraie question de fond. Et pour les patients, c'est quelque chose d'important. Alors après, à côté de cette sécurité, mais qui est énorme, parce que pour avoir la confiance des patients, il faut aussi respecter le secret médical. Ça, j'y suis très attaché en tant que soignant aussi, parce que le fait que le patient se confie à son médecin, son pharmacien, enfin aux gens qui sont soumis au secret médical, c'est que il a confiance et que si ce professionnel de santé utilise derrière pour le suivi de son patient ou pour la recherche un outil numérique qui ne va pas être complètement sécurisé en termes de data, eh ben pour moi, il y a une rupture du secret médical et une rupture de la confiance. Enfin, après aussi, la confiance, ça passe aussi par le consentement. Alors le consentement, vous le disiez tout à l'heure, c'est compliqué parce que aujourd'hui on est dans un consentement éclairé, ce qui est bien normal, et nous dans les robots conversationnels, on a mis des choses extrêmement précises en œuvre qui font que quand les patients arrivent sur notre plateforme, d'abord ils savent qu'ils ne parlent pas avec un humain mais qu'ils parlent avec un robot, et ensuite on leur décrit succinctement ce qu'ils ont le droit entre guillemets, de réclamer et d'attendre de ce robot, et ce qu'on va faire de leurs données de santé, avec toute la notion, évidemment, de finalité et de proportionnalité. Et alors, après, je termine, je veux dire, on parle beaucoup de data, d'intelligence artificielle, je l'ai dit, c'est le carburant. La data, c'est le carburant de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, est de l'aide à la décision. Mais ça va marcher que si derrière, on a de l'explicabilité, parce que sinon les gens n'auront pas confiance, de la supervision humaine, parce qu'on est dans le big data, mais la personne qui est en face du médecin, excusez-moi, mais elle se fout que ce qu'on est en train de lui dire, ce soit issu des big data. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on la prenne en charge de manière particulière. Donc, comment passer du big data à un traitement individualisé, donc ça, avec tous les biais algorithmiques possibles, donc ça, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Et évidemment, après, autour de la donnée de santé, il y a toutes ces notions de sécurité, qu'est-ce qu'on en fait, comment on en fait. Alors évidemment, moi, je suis pas laxiste du tout dans ce domaine et même jusqu'au boutiste, mais par contre, il faut pas trop l'être parce que sinon, on risque de ne plus être compétitif vis-à-vis de nations telles que la Chine et les USA, et on voudrait pas qu'un jour, les algos qui vont servir à traiter le diabète soient uniquement issus
d'algorithmes qui viendraient des USA et de Chine et qui peut-être ne correspondraient pas dans leur proposition ou dans leur prise en charge au mode de vie ou à la typologie des patients de ces pays-là. Donc, restons hyper stricts, mais aussi hyper proportionnés. Oui, mais merci Jean-Louis. Justement, Manon, qu'est-ce que vous pouvez rajouter aux propos de Jean-Louis, peut-être pour repréciser les choses? Parce que pour ceux qui nous prennent en route, là, il a parlé d'usufruit, donc on va quand même rappeler qu'une donnée, a priori une donnée personnelle et a fortiori une donnée de santé en droit français est considérée comme un prolongement de la personnalité insusceptible d'appropriation. Donc on n'est pas sur l'usus, hein, on est sur l'usus, mais on n'est pas sur l'abusus. Donc on jouit de ces données, mais on n'en est pas propriétaire. C'est ce qu'il voulait dire par là. Maintenant, on a une vraie question, parce que là, tu soulèves à juste titre, Jean-Louis, cette question finalement des non-européens ou des tiers. Alors, on a deux questions dans la question. La première question, c'est qu'on a des tumorothèques qui sont parfois internationales. Comment fait-on des différences de traitement entre Européens et les tiers et les non-Européens? Pareil, dans les hôpitaux, on a des non-Européens, le patient zéro, hein, on le voit avec les problématiques de Covid et des variants. Comment vous gérez ça au quotidien, les DPO, là, sur l'information que vous donnez? Alors sur la partie tumeur, ça je laisserai plutôt monsieur en parler parce que c'est moins ma oui, Jean-François, c'est Jean-François Moulin à l'Institut Paoli de Marseille. Jean-François, est-ce que tu as été confronté à la problématique des tumorothèques qui sont internationales et qui c'est compliqué là entre Européens et tiers? Comment vous gérez l'information? Puisqu'on est sur le premier aspect de notre, on va dire, de notre causerie, entre guillemets, on est sur, pour ceux qui nous rejoignent en route, c'est important. On est sur les données de santé, sont-elles solides dans le Covid-19 et les vaccins? Et là, on est sur les enjeux de définition, de régulation. On vous a fait un petit tableau sur les impacts en termes d'encadrement. Vous entendez 2 DPO qui sont au quotidien sur le terrain, confrontés aux problématiques d'implémentation du RGPD et de la définition qui est de plus en plus extensive et du caractère exponentiel du traitement des données de santé. Donc, on a une première problématique sur les patients qui ne sont pas tous des Européens. On a une seconde problématique, c'est qu'on a des bases de données de santé qui sont parfois internationales. Comment on gère l'information dans ces cas-là sur les tumorothèques? Est-ce que Manon, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Alors, moi, je voulais d'abord réagir un petit peu à ce que vous avez dit, monsieur Fraisse. Juste une simple réflexion, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de la confiance que les gens veulent avoir dans les professionnels de santé, dans la mise en œuvre des traitements de leurs données. Mais en même temps, quelque part, est-ce qu'on n'a pas une certaine ambivalence? C'est-à-dire qu'on est dans une ère du quantified self avec une volonté toujours plus d'avoir des objets connectés, de donner nos données finalement, mais en même temps, vous nous parlez aussi de la confiance et de cette nécessité de réglementer. Alors moi j'ai une question, c'est est-ce que c'est le patient qui souhaite avoir confiance ou est-ce qu'en fait ce sont les professionnels de santé qui ont cette volonté de confiance-là? Ce que je me demande c'est est-ce que c'est finalement le patient, le tout un chacun qui a cette volonté de voir la régulation de ces données effective ou est-ce que finalement ce sont les encadrants, que ce soit professionnels de santé, que ce soit des professions juridiques aussi qui s'intéressent à ces problématiques. Il me semble effectivement qu'il y a un espèce de double mouvement avec des associations qui prennent aussi beaucoup part. Donc c'est ce que disait France à l'instant, notamment on l'a vu sur tous les recours qui ont été mis en place, que ce soit sur les différents fichiers, que ce soit là très récemment, puisque le 12 mars de cette année, le Conseil d'État s'est prononcé sur Doctolib et la vaccination, puisque on le sait, la mise en place de la gestion de la vaccination et de la prise de rendez-vous a été confiée pour partie à Doctolib. La question qui s'est posée, c'est Doctolib faisant appel à AWS, qui n'est autre qu'une filiale d'Amazon. On avait donc, ce que vous mentionnez, la possibilité pour une société américaine d'avoir accès à des données de santé. Et pour autant, le Conseil d'État, comme il l'avait déjà fait en octobre, s'agissant là du Health Data Hub et de Microsoft Azure, a considéré qu'il n'y avait pas matière à suspendre l'application, en considérant notamment que il y avait un risque, mais que c'était simplement un risque, qu'il y avait un risque de violation avérée du RGPD, mais en revanche qu'il n'y avait pas à ce jour de preuve de violation du RGPD et de constater que les partenaires
tant Microsoft Azure que AWS avaient mis en place des dispositions contractuelles qui permettaient d'avoir des garanties, alors qui sont discutables et on pourra probablement en discuter, mais en tout cas des garanties qui permettaient d'assurer une sécurité suffisante des données. Donc c'est en fait un petit peu cette question-là que je me pose, c'est est-ce que le patient est réellement inquiet du traitement de ces données ou est-ce que nous inquiétons du traitement des données de santé des patients ? Et de la responsabilisation associée, colonne vertébrale du RGPD. Le risque contentieux n'est pas zéro là, il est exponentiel. Alors, moi, je voudrais répondre en plusieurs parties, parce que en effet, il y a d'abord un point de vue de la part du médecin ou du soignant qui a besoin d'avoir confiance dans la data et dans les outils numériques. Pourquoi ? Parce que quand il va conseiller un outil numérique à ses patients, c'est lui qui va en être responsable. C'est-à-dire que s'il va y avoir un problème, eh ben, de toute façon, c'est lui qui va être en première ligne. Donc, que le professionnel de santé ait besoin d'avoir confiance et qu'on lui explique comment ça marche et qu'on lui donne les garanties que c'est fiable, et ça, c'est la vertu des dispositifs médicaux en France, ça me semble être une première partie de réponse. Pour les patients, moi, je travaille toute l'année avec des associations de patients. On collabore beaucoup avec France Asso Santé, qui d'ailleurs occupe la vice-présidence du Health Data Hub. Aujourd'hui, les patients nous posent de plus en plus ces questions-là parce qu'on les acculture de plus en plus et que plus on donne de l'information, et c'est fait pour ça, on y veille, plus les patients sont curieux et plus les patients posent des questions qui sont pertinentes. Après, moi je trouve qu'il y a un petit problème quand même, c'est que à partir du moment où dans le lien entre deux personnes, il y a un professionnel de santé, tout doit être sécurisé quand on parle de données de santé. Par contre, ça ne vous échappe pas que quand deux patients discutent entre eux de leur maladie sur les réseaux sociaux, parce qu'alors c'est à foison, on découvre toute la vie de ces personnes-là, on découvre toutes leurs maladies, il y a des algos qui tournent très très bien et d'ailleurs qui servent aujourd'hui à faire de la prédiction d'épidémies par rapport à ça, et c'est tout à fait autorisé. Et donc du coup, moi je me dis, d'un côté on est hyper strict, et c'est ce pourquoi je plaide, et de l'autre côté, tout le monde déverse tout sur sa santé, mais vous me direz, c'est la liberté de chacun, et c'est la loi, et j'y reviendrai pas. Sur l'affaire Doctolib et le stockage des données. Alors, évidemment, les données sont stockées chez Amazon, comme vous le disiez. Alors, je rappelle quand même que c'est dans le cadre de la loi, puisque Amazon est agréé HDS. Donc après, soyons quand même un petit peu légalistes, la loi est pour ça. Après, quand on stocke à l'étranger, quand les gens stockent à l'étranger, il faut aller voir si les données sont chiffrées et comment elles sont chiffrées. Parce que du coup, évidemment, si les données sont stockées en clair chez un hébergeur qui n'est pas français ou européen, c'est beaucoup plus embêtant que si elles sont cryptées et bien cryptées, même si on sait que la réversibilité, je veux dire, anonymiser complètement les données, aujourd'hui on sait que ça n'existe pas, donc il ne faut pas se cacher derrière cela aussi. Après, pourquoi est-ce que on va parfois stocker ces données ailleurs? Tout simplement parce que les plateformes étrangères, entre autres celles dont vous parlez, mais il n'y a pas que celle-là, il y a Azure aussi pour le Health Data Hub, offrent des capacités de stockage, mais ça on les a en France, mais offrent des capacités de calcul qu'on n'a pas toujours dans l'Union européenne et même qu'on n'a pas souvent assez du tout. Et donc du coup, ces entreprises-là qui traitent beaucoup de données vont chercher un service en termes d'algorithmie et de traitement de données qu'on n'a pas toujours en France. Alors en plus, avec l'épisode qu'on vient de voir, OVH, là, on est quand même très malheureux parce que souveraineté, fiabilité et tout, on peut se poser un certain nombre de questions. Donc moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup parce que c'est des sujets compliqués et ça doit être... Tout ce qui est sous-jacent à ça, c'est quand même la confiance et dire aux gens ce qu'on fait. Après, aux gens de prendre leurs décisions, s'ils ne sont pas contents qu'on stocke leurs données aux États-Unis, sur des serveurs en France, mais par des boîtes qui sont aux États-Unis. Et je pense qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, on voit que la société, elle change grâce aux utilisateurs. Beaucoup, on le voit dans plein de domaines. Et je pense qu'il faut acculturer les utilisateurs, les patients en l'occurrence, de manière à ce qu'ils nous disent ce qu'ils ont envie. Et nous, on sera obligé de suivre, parce que sinon, il y aura un vrai problème de concurrence. Oui, là, je te rejoins sur ton propos. J'aurais aimé avoir la vision de Marc sur ces questions.
Notamment puisque là, on est en train d'aborder la question de la souveraineté, on est en train d'aborder la question du fait que l'on délègue à des opérateurs américains avec la problématique du FISA et du Cloud Act nos données sensibles. Et Jean-Louis est en train de nous expliquer que parfois, on n'a pas trop le choix et qu'on est des acteurs, et on est tous acteurs, c'est le fameux principe du RGPD, c'est-à-dire la responsabilisation de l'acteur, du citoyen, de l'utilisateur et de tous les maillons de la chaîne, du sous-traitant, du sous-sous-traitant jusqu'au responsable de traitement. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et quelle est ton appréciation, même si c'est un sujet très technique, mais c'est un sujet qui nous intéresse tous en termes de politique publique. Que nous dit le droit là-dessus? Alors, sur la question de la souveraineté, et l'affaire OVH est criante à cet égard, on s'est aperçu, et ça a été très dur, finalement, que, comme le disait M. Freuss, on n'avait que l'usus de nos données, mais que nos données, en fait, elles existaient matériellement, et elles existaient dans des serveurs. Humilité. Exactement. Et on était tous persuadés que finalement, les données, elles étaient dans le cloud, et qu'elles étaient un peu évanescentes, et qu'elles n'avaient aucune réalité matérielle, elles n'avaient pas une terrible matérialité. Donc ce retour au réel va nous faire réfléchir, du moins on l'espère, le bon sens. Quand on pense que le gouvernement a eu peur pour la campagne vaccinale, parce qu'ils avaient stocké une partie des données chez OVH, et qu'ils ne savaient pas si ces données étaient ou pas sauvegardées, on a une vraie question sur qu'est-ce qu'on fait de nos données, et surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en termes de propriété des données et arrêter de voir les données comme une extension de la personnalité. Oui, parce que là, je te rejoindrai jamais, tu le sais. Je sais, mais c'est justement ce qui fait la beauté du débat. Oui. Parce que pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les GAFAM, Amazon, Azure, donc de Microsoft et ainsi de suite, qui sont des entreprises qui ont la capacité de traitement, qui ont des capacités d'algorithmie très lourdes. Mais ces GAFAM, elles ont fait fortune et elles ont pu avoir ces capacités-là parce qu'on leur a cédé nos données gratuitement contre des services qui valaient moins que la valeur de nos données. Et la cotation boursière d'Amazon, ou de Facebook, c'est la différence entre le prix de nos données et le prix de leurs services. Et on s'aperçoit que finalement, individuellement, on est tous très perdants. Et redonner de la propriété aux données, redonner l'idée que ce sont nos données et que si on veut l'utiliser, il faut faire payer, c'est une idée très ancienne, c'est une idée qu'on trouvait déjà sous la Révolution française. Et pour rappel, on a fait en 1789 la Révolution française pour une raison très simple, c'était l'interdiction que quiconque puisse lire nos lettres, puisse lire nos données. Marc, on aura un sujet sur cette notion de sommes-nous propriétaires de nos données, puisque c'est précisément ce que je mets en place dans le prix de la donnée avec la question taquine à nos chers étudiants, vendre ces données pour, on va dire, pour payer ses études. Mais la question de la propriété des données... Oui, non, tu leur donneras pas le corriger, parce que moi, je leur donnerai une version un peu plus humanisme. Moi, je suis personnellement contre cette appropriation des données, cette marchandisation du corps humain, parce qu'on va aboutir à une 7e base légale où finalement, on va creuser les inégalités de façon encore plus criante, où seuls les plus pauvres seront transparents et mis à nu, où seuls les plus riches pourront monitorer leur confidentialité, leur droit à la privacy, lorsque je serai dans mon magnifique véhicule connecté, eh bien, lorsque j'aurai besoin de bénéficier d'une assurance un peu moins chère et qu'on me posera la question, puisque cette injonction au consentement, c'est une farce quelque part, puisque le consentement, il va être biaisé par ma dépendance économique et par mon statut social. Est-ce que j'accepte d'être suivi, géolocalisé parce que j'aurai une prime au bon conducteur ? Eh bien oui, je vais dire oui, parce que ces 100 € ils me permettront peut-être de payer le cartable du petit dernier pour qu'il ait une éducation, là où d'autres s'en moqueront complètement parce que pour eux, le droit à la privacy passera avant. Donc le RGPD, c'était fait pourquoi ? C'était fait aussi pour essayer de capter la plus-value associée à l'exploitation des données qui étaient aujourd'hui dévorées par les GAFA, mais par des opérateurs privés. Donc le RGPD a eu au moins le mérite de faire qu'on se pose des questions en termes de droit de la personnalité, en termes de droit à la dignité, parce que c'est aussi de ça dont il est question, c'est de la dignité, du droit au respect de son intimité. Même les gentlemen ferment la porte lorsqu'ils vont aux toilettes. Marc, on doit être complètement d'accord là-dessus. Alors, juste 2 points. Moi, je voudrais juste dire cette ségrégation numérique, elle existe. Oui,
Juste par rapport à ça, parce que moi, ça touche à des choses qui m'animent profondément. Je pense que la vente de données, ce serait un énorme problème pour la recherche dans la santé. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le dire, si on dit les données, on les vend, eh ben, peut-être que les gens qui vont vendre leurs données pour faire de la recherche, moi je me reste juste dans la santé, pour faire de la recherche, eh ben, c'est peut-être les gens qui sont très pauvres et donc du coup qui vont aller monétiser leurs données. Et si c'est pour de la recherche, eh ben, on sait que statistiquement, parce que c'est comme ça, les gens les plus pauvres, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui se nourrissent mal, ceux qui ne se soignent pas, c'est les plus malades. Et donc on va biaiser complètement la recherche. Complètement. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas c'est quelque chose qui circule beaucoup. Quand ce sont des données de santé qui ont été payées par la sécurité sociale dans le remboursement de prestations, eh bien finalement, qui est-ce qui les a payées ? C'est l'État. Alors à qui elles sont ? Donc je veux dire, là, on est en train de poser des choses. Mais par contre, le débat mérite d'être posé, vous avez raison, parce que de toute façon, il faudra un jour qu'on donne aux Français le moyen de se prononcer un peu, même si c'est dangereux que tout le monde se prononce tout le temps. Mais en tout cas, ça, c'est un débat, parce que la vente de la donnée de santé, ça pose des grosses questions quand même. Oui, et puis on a vu la façon dont, je crois que c'était Anderma, c'était Emblema. Emblema avait réglé la question puisqu'on n'est pas soumis, au RGPD dans sa sphère personnelle. Et donc la façon qu'ils ont eu de détourner la problématique de la monétisation consistait à mettre en place cette fameuse blockchain de la santé sur laquelle nous avions eu à échanger, Jean-Louis. Mais on fera une spéciale dans nos causeries du jeudi, une spéciale propriété des données, et je pense qu'il va y avoir des débats absolument passionnés. Mais revenons à nos moutons et plutôt à nos données de santé, parce que moi ce qui m'intéresse là, c'est que nos données de santé, dans le Health Data Hub, elles sont hébergées où et comment et dans quelles conditions ? Parce qu'aujourd'hui, cette causerie, elle s'organise autour de quoi ? C'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé ? Manon vous y a répondu. Comment on la gère ? Comment on est confronté aux questions impératives du fait du RGPD de consentement et d'information ? Vous avez vu Jean-François et Jean-Louis qui vous ont répondu. L'un qui vous parle de l'humain, l'autre qui vous parle des agents conversationnels qu'il a mis en place. Quelles sont les conditions en matière de stockage, d'hébergement ? Vous voyez qu'au niveau du RGPD, il y a des conditions extrêmement strictes. Que la vraie question, quelque part, qui est posée, c'est que parfois, il n'y a que des opérateurs étrangers qui sont en capacité, semble-t-il, d'apporter une alternative de qualité, alors qu'on est aujourd'hui sur des impératifs de souveraineté. Ces impératifs de souveraineté font que bien on doit stimuler la commande publique et la commande locale et qu'on doit dynamiser véritablement la recherche en France, mais également avoir la maîtrise de ces infrastructures. Et donc l'incendie d'OVH interpelle sur ce retour au réel. C'est-à-dire qu'avoir ces données sur un cloud, c'est avoir ces données sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et que finalement, il faut toujours s'intéresser à son statut. Je suis responsable de traitement, je suis sous-traitant, je suis quoi ? Mais quand je donne mes données, fût-ce sur un cloud, je m'en dépossède, mais pour autant, j'en suis toujours responsable. Donc la matérialité des choses, savoir où je mets mes serveurs aussi, c'est du bon sens. Et la façon dont je le sauvegarde aussi. Donc l'incendie d'OVH, et on est tous avec eux parce qu'il faut qu'ils se réparent, et il faut qu'il y ait des mesures de résilience informatique, etc., qui se mettent en place et non pas une chasse aux sorcières. On a besoin d'opérateurs européens tels qu'OVH et ils ont besoin d'aide aussi. Sûr. Mais on a aussi des questions de bon sens. Ce n'est pas parce que je donne mes données, je les transfère sur un cloud, je m'en dépossède, que pour autant j'ai plus de responsabilité. Non, le bon sens, c'est aussi de raisonner en termes de double sauvegarde, qu'est-ce que je mets en place, etc., etc. C'était le sens de la slide numéro 2, où vous voyez tout le chemin du stockage, de l'hébergement, les vraies questions. Le RGPD, c'est la responsabilisation, c'est la accountability, c'est le droit à l'autodétermination informationnelle, c'est ces notions de sécurité des données également. Et sur les questions là qui se posent, c'est parce que là, les décisions de la CNIL par rapport à Doctolib, elles interpellent. C'est que penser du pouvoir de contrôle de la CNIL et de ses avis sur certains dispositifs. Alors, ça peut être Doctolib, mais ça peut être aussi les problématiques du Covid et des vaccins, puisqu'elle se prononce sans disposer notamment, on va dire expressément, de mesures applicables au dispositif. Donc là, Manon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Parce que la délibération de 2020 sur le système d'information vaccin Covid, elle interpelle. Ce qui est assez étonnant, c'est de constater que dans la délibération de 2020, où la CNIL va se positionner sur ce qu'elle pense
du système d'information vaccin. On rappelle que la CNIL, c'est un organisme de contrôle qui a vocation à veiller au règlement, à l'application du règlement sur la protection des données à caractère personnel et la loi informatique et liberté. Et là, dans la Libération, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier certains aspects, et notamment des aspects techniques, tout simplement parce que dans le cadre de l'urgence, des éléments ne lui ont pas été remis, une analyse d'impact n'a pas été effectuée. Donc c'est vrai que il me semble que ça questionne un petit peu le rôle de la CNIL, puisque son objectif, c'est justement de déterminer si oui ou non ces traitements, ces fichiers, que ce soit SIDEP, tous anti-Covid, contact Covid ou encore le vaccin Covid. Et on constate en fait qu'elle n'a pas eu l'ensemble des éléments pour apprécier de façon pleine et entière, on va dire, les traitements effectués. Donc ça questionne un petit peu sur son rôle. Parce qu'on a l'impression quelque part, on sollicite son avis, mais sans lui permettre vraiment de pouvoir... En clair, vous êtes en train de nous dire qu'on est confronté à un double discours, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu un travail remarquable de la CNIL en termes de pédagogie, de cahiers gratuits, d'accessibilité pour les PME qui n'en avaient pas les moyens de pouvoir bénéficier de modèles de registre, de modèles d'analyse d'impact, de modèles de contrat, donc de permettre à tous de monter sur ce tapis roulant de la data qui avance à toute vitesse, donc de permettre aux entreprises, y compris localement, d'appréhender la réglementation européenne et de l'implémenter dans des conditions satisfaisantes. Mais aujourd'hui, confronté à l'exposition aux risques grandissantes, au ransomware, aux cyberattaques, la CNIL manque de moyens. Déjà, moi, je ne vais pas tirer sur la CNIL, je vais faire un constat, c'est que la CNIL, elle manque de moyens, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le politique qui est enfermé dans un double discours. Alors, effectivement, le politique est enfermé dans un double discours, mais d'un autre côté, pour reprendre l'exemple du Health Data Hub, de mémoire, c'était le sénateur Claude Raynal qui, le premier, avait posé une question au gouvernement sur pourquoi le Health Data Hub avait été attribué à Microsoft. Et le gouvernement répond, la réponse est disponible sur le site du Sénat, répond en substance, ne vous inquiétez pas, on a contractualisé avec Microsoft. Traduction, le gouvernement à ce moment-là explique à un parlementaire qu'il ne respectera, il sait que la pyramide des normes s'applique, il sait que les normes américaines vont s'appliquer au Health Data Hub pour partie, mais comme c'est écrit dans le contrat, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et cet aspect-là du politique, de dire finalement, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un problème qui est très embarrassant. Parce que finalement, on a des politiques qui essayent parfois entre guillemets, d'aller avec le vent, quitte à avoir un destin de feuille morte en la matière. Et aujourd'hui, le Health Data Hub, il a été attribué à Microsoft. Puis maintenant, on nous dit non, on va le sortir de Microsoft. Puis donc, on va refaire un marché public. Ça va coûter énormément d'argent, alors que c'était une question de bon sens et une question de souveraineté au sens strict du terme, qu'il fallait que ce soit à minima un opérateur européen qui utilise, qui est à disposition, qui stocke les données de la sécurité sociale. Parce qu'il faut être honnête, les données de la sécurité sociale, c'est une base de données que le monde entier nous envie. Aucun pays au monde n'a une base de données centralisée de 1945 à nos jours qui retrace l'intégralité des médicaments, des hospitalisations, de l'ensemble de ses citoyens. Et donc c'est une base de données que tout le monde nous envie et c'est une base de données qu'on sous-estime grandement. Certes, mais c'est une base de données aussi qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Moi, au niveau des transferts et de la problématique et du cirque autour de l'hébergement confié à Microsoft avec beaucoup de cris, beaucoup ont poussé des cris d'orfraie alors qu'effectivement ça faisait un moment. Nous, on a une vraie question, on est vraiment interpellés en tant que DPO sur ces questions de transfert vers les États-Unis, sur cet impossible encadrement, sur quelle est la nature des garanties que l'on va donner aux opérateurs, comment documenter. C'est compliqué. Là, Jean-François, vous avez travaillé sur ces questions-là à l'Institut Paoli ? Oui, effectivement, ça fait partie des antagonismes quotidiens du DPO médecin dans un établissement européen, parce que globalement, les entreprises du médicament sont... pour la plupart américaines,
et donc avec lesquels on contractualise dans le cadre des recherches cliniques. Alors bien sûr qu'ils ont un représentant européen pour pouvoir être soumis au droit européen et avoir une autorité de contrôle, mais globalement dans tous nos contrats, on sait très bien que les données que l'on collecte en tant que sous-traitant pour le compte du promoteur responsable de traitement seront transférés aux États-Unis, et c'est écrit dans les contrats. Donc, quelque part, c'est notre quotidien, parce que de refuser des contrats de recherche sous prétexte que ce sont avec des Américains, voilà, soyons clairs, ça rapporte de l'argent hein, de faire des études RIPH1, c'est-à-dire MR001 concernant le RGPD. Ce sont des choses qui nous font vivre nos directions de la recherche clinique. Et en même temps, cette histoire de Microsoft avec le Health Data Hub et maintenant Doctolib alimente et permettent de nous donner des arguments pour expliquer à nos directions, aux praticiens, aux médecins, aux patients qui vont finir par poser la question, que cet enjeu existe et qu'il ne doit pas être laissé ni aux politiques ni aux décideurs du Health Data Hub, et donc permet de repositionner la discussion sur ce sujet, et en particulier sur le Health Data Hub et la manière dont il a été conçu avec un Health Data Hub centralisé et l'idée qu'il y aurait des Health Data Hub locaux périphériques, dont on ne parle pas trop parce que pour l'instant il n'est pas encore à ce niveau-là de développement, le Health Data Hub. Pour l'instant il fait des projets sur le Health Central avec des appels à projets financés, mais c'était quand même un peu l'objectif. Et je trouve que ça permet de mettre ce point-là dans la balance et peut-être d'être en faveur d'une souveraineté future de nos données de santé, en défendant l'idée qu'on n'est pas d'accord pour mettre nos données dans le Health Data Hub centralisé, et que peut-être une décentralisation se discuterait, des algorithmes qui viendraient chercher les données plutôt que des données qui seraient transférées vers, ou d'autres dispositifs ou systèmes techniques qui amélioreraient la protection. Parce que mais oui, c'est quotidien, effectivement. Oui, mais ce qu'on a vu, et donc ce que vous êtes en train de dire, Jean-François, c'est que finalement, il est heureux que l'on se pose enfin les bonnes questions, puisque ce projet qui a été mené, semble-t-il, sans réelle concertation publique, est toujours l'objet et au centre de nombreuses controverses. Parce que le choix du gouvernement de confier son hébergement à Microsoft, et ce, dans l'opacité la plus totale, hein, et malgré un avis particulièrement sévère de la CNIL, a soulevé de nombreuses protestations et, comme vous le dites fort justement, nous amène à nous poser des questions sur notre capacité à conserver nos données les plus sensibles et à raisonner en termes de souveraineté. Edward Snowden lui-même, et ça c'est dans un article de la Quadrature du Net, explique et a dénoncé ce projet en dénonçant une capitalisation du gouvernement devant ce qu'il a appelé le cartel du cloud. Je pense qu'on peut être beaucoup plus modéré. Je pense que l'on peut ensuite s'interroger, parce que c'est vrai, comme l'a dit Marc, la vérité est entre les deux. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir en France un accès et un droit à l'accès aux données médicales, et on a le Health Data Hub qui est quand même un projet qui vise à centraliser l'ensemble des données de santé de la population française, et c'est un plus puisque ça va regrouper toutes les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires de biologie, du dossier médical partagé, la médecine du travail, des EHPAD, etc., ou encore les données de programme de séquençage de l'ADN. Donc sur le plan du principe, c'est un progrès, on marche vers le progrès, mais on est en train d'abandonner, on va dire, tout ce qu'on a construit à des opérateurs américains qui sont soumis à une autre réglementation qui est beaucoup plus invasive, parce qu'elle est là la question. Donc on va revenir, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est important, peut-être au décryptage de l'ordonnance du 13 octobre 2020 du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit quoi ? Il dit que le traitement de données par Microsoft sur le territoire européen ne constitue pas une atteinte grave et manifeste à la vie privée. C'est là que c'est important. Il nous dit également qu'il y a effectivement, sur un risque de demande de transfert de données personnelles, du fait, et là il le souligne, du fait de sa soumission au droit américain, qu'il y a des risques de demande d'accès à certaines données de santé par les autorités américaines.
Qu'est-ce qu'il nous oppose? Il nous dit oui, mais attention, il y a des stipulations contractuelles entre la plateforme et Microsoft qui font que Microsoft s'est engagé à respecter les conditions du RGPD. Sauf que la Cour de justice dans Schrems 2, eh bien, elle s'est prononcée et que quand bien même on m'explique que les données sont pseudonymisées par la CNAM avant d'être transmises à la plateforme, que quand bien même il existe un intérêt public important à permettre la poursuite du traitement des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 grâce aux solutions techniques, etc., etc., il y a aujourd'hui une vérité, c'est qu'il reste techniquement possible que Microsoft soit amené à faire droit à une demande d'accès des autorités américaines en méconnaissance du RGPD. Donc la difficulté, c'est une difficulté juridique puisque l'arrêt Schrems 2, il nous laisse des incertitudes puisque la CJUE n'a pas statué sur la question de l'accès par les autorités américaines lorsque les données sont stockées sur le territoire européen. Donc le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce n'est pas simple comme question et qu'aujourd'hui, en tant que DPO ou avocats qui assistons les DPO, on est confronté à ces problématiques-là, qu'on est dans un bac à sable réglementaire, qu'il y a des incertitudes juridiques et qu'on a besoin de certitude, parce que le droit a besoin de certitude, même si le droit est une arme de soft power et qu'il fait que nous nous posons, nous, en tant que praticiens, les bonnes questions peut-être en termes de souveraineté ou autre, mais qu'on est confronté à des décisions qui sont du ni oui ni non. Le Conseil d'État, il a mis en balance le caractère hypothétique et limité d'une violation de liberté fondamentale avec l'importance de l'intérêt général. Et je vois une question là qui est très bien posée d'ailleurs et qui pose la vraie question, une remarque de Maxime Lecourt qui nous dit une remarque en France sur la santé, on fait primer l'intérêt général sur les libertés personnelles. CF, les obligations vaccinales, c'est vrai que c'est un cadre qui oriente la gestion des données de santé. C'est vrai que c'est important. Qu'on nous explique que l'atteinte est d'autant plus tempérée que nous sommes dans une situation d'urgence, mais c'est vrai aussi, il faut savoir le dire, le RGPD s'est aussi documenté, son exposition au risque, ces questions de proportionnalité. On doit peut-être raisonner dans cette problématique de transfert de données en termes de gestion des risques, comme dans une analyse d'impact. Peut-être quelle est mon exposition au risque. Et c'est peut-être la perche que nous tend le Conseil d'État et la CNIL. On nous dit qu'il n'y a peut-être pas d'équivalent dans l'industrie française ou européenne. Donc, quelle est l'appréciation de l'atteinte à la vie privée? La centralisation et le traitement des données doit être limité à ce qui est nécessaire et proportionné aux risques sanitaires. Donc, la vraie question à se poser aujourd'hui, modestement, dans cette cacophonie juridique ou cette insécurité, mais qui nous ramène à nous poser les bonnes questions, comme le dit Jean-François et Jean-Louis, c'est que le risque de demande de transfert des données par le gouvernement américain, est-ce qu'il met à mal la sécurité des données de santé des Français? Donc Manon, qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'après, on va parler du passeport vaccinal. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que c'est véritablement ce qui va être crucial et ce qui intéresse nos auditeurs. Alors, simplement pour revenir sur ce que vous disiez, France, concernant le Conseil d'État, il faut peut-être rappeler aussi que le Conseil d'État indique, à juste titre probablement, que la Cour de justice de l'Union européenne en juillet, quand elle se prononce sur l'arrêt Schrems, elle parle des transferts de données à caractère personnel vers les États-Unis. Et là, aujourd'hui, ce qu'elle indique dans cette ordonnance, c'est que là, concernant le Health Data Hub et Doctolib plus récemment, il n'y a pas de transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. La question est, est-ce qu'il y aurait un accès par des sociétés américaines sur des données qui sont-elles hébergées soit en France, soit dans l'Union européenne? Donc le Conseil d'État nous explique que ce point-là, la Cour de justice ne l'a pas tranché aujourd'hui. Alors, à l'avenir, je suppose que la question va se poser dans un autre contexte, probablement pas en référé, peut-être davantage sur des questions de fond. En revanche, ce qu'on ne sait pas non plus à ce jour, c'est est-ce que le RGPD nous offre pas des outils finalement pour s'opposer à ces demandes d'accès? Je pense notamment à l'article 48 du RGPD qui dit que toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers qui exigerait d'un responsable de traitement qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, et il me semble d'ailleurs que dans l'un ou l'autre des arrêts ou les deux, ordonnances, le Conseil d'État mentionne cet arrêt, c'est-à-dire que dans le RGPD, on a peut-être des outils qui de toute façon empêcheraient des demandes d'accès qui seraient faites par des pays tiers, et en l'occurrence là on parle évidemment des autorités américaines. Oui, et là on parlera ensuite de réelle volonté politique, mais ça c'est une autre histoire. Moi, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est peut-être sur le passeport vaccinal vers lequel nous allons.
Est-ce que notre liberté d'aller et venir va être compromise? Est-ce qu'on va avoir une atteinte disproportionnée à nos libertés, à l'égalité? Qu'est-ce que ce passeport vaccinal qui a l'air de se promener, on va dire, dans les couloirs du Sénat, de l'Assemblée, en tout cas les couloirs politiques, que fréquente Marc davantage que nous. Marc, tu es parmi nous. Donc aujourd'hui, la question du Covid-19, c'est qu'elle amène le monde pharmaceutique à développer rapidement de nouveaux vaccins. Et il y a une espèce de guerre aux vaccins et maintenant de guerre au passeport vaccinal, ou du moins d'annonces qui font frémir. La France, c'est le berceau de la vaccination avec Louis Pasteur, on le sait. Mais aujourd'hui, c'est aussi une politique vaccinale d'un pays. C'est une composante essentielle de la politique sanitaire. Et ça constitue un des triptyques de l'ordre public. Encore faut-il que cette politique sanitaire soit acceptée. Donc, Marc, la différence entre un passeport vaccinal et le reste? Oui, alors pour moi, le débat permettez-moi, est un peu mal posé, puisque le passeport vaccinal, ça existe. C'est le petit livret jaune qu'on a quand on va dans les pays d'Afrique. On nous demande un passeport vérifiant qu'on a été vacciné, par exemple, contre la fièvre jaune. Donc, ce passeport-là, il existe. Ce qui est imaginé actuellement, c'est autre chose. Ce qui est imaginé actuellement, ça serait peut-être une extension de l'application Tous Anti-Covid qui permettrait de numériser un certain nombre de QR codes pour s'assurer que lorsque l'on rentre dans un endroit, quel qu'il soit, eh bien, l'on soit bien vacciné. Aujourd'hui, en France et en Europe, ce passeport vaccinal, il tient plus de la science-fiction que du réel, puisqu'on ne pourra imposer le passeport vaccinal que quand on aura une couverture vaccinale suffisante. Et aujourd'hui, on est quand même très, 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 très loin d'avoir une couverture vaccinale suffisante. De mémoire, ce matin, je crois qu'il y avait 11% de la population française qui était vaccinée, qui avait au moins reçu une dose, pour être exact. Oh oui, enfin, donc, certains anticipent quand même. Certains anticipent sur ce passeport vaccinal. Il y a une députée UDI qui l'a proposé à l'Assemblée nationale, projet auquel était opposé le gouvernement, il faut savoir le rappeler, que plusieurs pays ont mis en place cette mesure que beaucoup critiquent, peut-être à juste titre. En tout domaine, l'excès est un vice, disait Sénèque. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a les compagnies aériennes qui en pratiquent le mettent. On a également des passeports verts, ça c'est le nom du passeport vaccinal en Israël, avec un document téléchargeable à réception d'un mail du ministère de la Santé. Et dès que vous avez votre deuxième injection du vaccin Pfizer, il vous donne accès à des événements culturels, aux musées, aux tables intérieures des restaurants, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce passeport vert, il existe en Israël. Je crois qu'il y en a également en Grèce et à Chypre. C'est-à-dire que les touristes vaccinés peuvent voyager sans contrainte d'un pays à l'autre. Ces passeports sont actuellement et font l'objet de vives critiques, puisqu'attentatoires à nos libertés individuelles. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Les enjeux, ils sont simples. C'est qu'on a des enjeux, c'est l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui consacre la liberté d'aller et venir des citoyens européens. Et c'est sûrement le fondement qui revient le plus souvent lorsqu'on a ces critiques sur la mise en place d'un passeport de ce type. Les citoyens français et plus largement européens verront leur déplacement et l'accès à certains lieux ou services conditionnés par la titularité de ce passeport. On a également une seconde problématique qui est sur cette notion d'égalité entre citoyens consacrée à l'article 6 de la DDH et également une problématique sur la mise en place de ce passeport. Le citoyen qui ne disposerait pas du passeport puisque non vacciné, pour quelque raison que ce soit, ça peut être une problématique de pénurie du vaccin, on le voit en France, ça peut être un refus de se faire vacciner, ça peut être le fait qu'on soit vacciné par un vaccin, imaginons russe ou chinois, qui ne soit pas reconnu au sein du territoire. Et donc, on se retrouve avec une catégorie de la population qui ne disposerait pas des mêmes droits que le citoyen vacciné. Donc, si ce passeport ne lui est octroyé que grâce à la présence d'anticorps, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on est moins face à un passeport vaccinal qu'un passeport, on va dire, pour vérifier immunitaire. On va laisser passer les bien portants, laisser passer les immunisés, laisser passer les vaccinés et encore pas n'importe lesquels. Donc, ça pose de véritables problématiques, et notamment des problématiques pénales, puisqu'on a l'article 225.1 du Code pénal qui interdit la discrimination basée sur des caractéristiques génétiques. Et se pose enfin la question de la liberté du consentement. Parce qu'entre exclusion, si je ne peux pas bénéficier d'un vaccin pour des raisons peut-être purement administratives, à temps, se pose également la question de l'égalité, je l'ai dit, mais c'est sûr, quelle est la valeur de mon consentement ? Aujourd'hui, on a, et vous l'avez dit, certes, j'ai la liste des vaccins obligatoires,
mais on ne vise pas le code de la santé publique, le L3111-2 du code de la santé publique. Il dresse la liste des vaccins obligatoires, mais toujours pas le vaccin contre la Covid-19. On va peut-être y aller, mais aujourd'hui, les citoyens français devraient pouvoir y consentir ou non librement. Donc aujourd'hui, véritablement sur la méconnaissance des principes d'égalité et de liberté, la disproportionnalité de l'instauration d'un passeport vaccinal, les enjeux sont importants, personne ne peut y répondre parce que tout va dépendre, eh bien finalement, là encore, de notre exposition au risque et dans quel monde on va sombrer avec peut-être des variants qui vont être beaucoup plus, on va dire, pathogènes. Je pense qu'il est peut-être parfois nécessaire d'être un peu plus sage, que si on ne peut pas mesurer les effets possibles de certaines activités, on a les devoirs peut-être d'y renoncer. Je pense qu'il faut, c'est bien de s'armer de vaccins, c'est très très important, mais pour autant, il n'y a pas que cela pour endiguer une pandémie. On a une pénurie aujourd'hui de vaccins, on doit se vacciner, mais avec lequel? On voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a énormément de discussions autour de certains vaccins. Je pense que les questions en termes de souveraineté se posent aussi, et j'aimerais que l'on fasse, et vous me direz ce que vous en pensez, peut-être une spéciale passeport vaccinal, parce que c'est tellement complexe qu'il faut être modeste. Moi, personne ne peut répondre aujourd'hui si on doit mettre en place un passeport vaccinal ou pas. Moi, je n'ai pas tous les éléments, je ne suis pas expert. En revanche, juridiquement, je vois les problématiques qui se posent, mais qui peuvent être dépassées si on a une acceptation de la politique publique mise en place et une compréhension, et toujours pareil, une information, une compréhension, et comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, une confiance dans la politique qui est menée, parce que c'est avant tout une question de confiance, effectivement, dans les politiques publiques qui vont être menées. Manon, sur le passeport? Alors, j'allais revenir probablement plus sur la vaccination et rebondir sur ce que vous disiez par la confiance, puisqu'aujourd'hui, on constate en revanche que c'est plutôt une défiance vis-à-vis de la vaccination. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement généralisé, pas forcément généralisé, mais un mouvement en tout cas Non, je pense qu'on ne peut pas laisser dire ça. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je parle sous contrôle de mon confrère aussi. C'est vrai que la vaccination en France, c'est un problème parce qu'il y a une défiance générale sur la vaccination. Sur le vaccin anti-Covid, il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire fin novembre, uniquement 30% de la population disait vouloir se faire vacciner. Aujourd'hui, on est à plus de 60%. Alors ok, là, il y a un épisode problématique avec AstraZeneca qui va se régler, j'imagine, et je l'espère. Mais oui, il y a une défiance, mais une large majorité des Français ont compris qu'il fallait se faire vacciner. Alors, mais bien sûr, justement, est-ce que ça quand même? On ne peut pas dire que ça. Alors, je ne suis pas d'accord. C'est le soignant qui parle, là. C'est le soignant qui parle. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, il me semble que c'est justement l'illustration de ce que vient de dire France. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on avait simplement 30 personnes qui étaient volontaires pour faire de la vaccination. Et aujourd'hui, alors qu'on sent que la vaccination est le seul moyen de sortir de cette crise, on passe à des chiffres qui sont bien plus importants. Donc finalement, quelle est la valeur de ce consentement des gens? Est-ce qu'il est réellement libre, ou est-ce qu'ils se rendent compte qu'il est conditionné et qu'il est nécessaire, voilà, exactement, et que ce sera la seule issue pour sortir de la crise. Mais il me semble que c'est tout à fait l'exemple de ce que venait de dire France. Oui, mais on fera une spéciale. Je souhaite qu'on fasse une spéciale causerie passeport vaccinal, parce qu'il est important que l'on entende justement les professionnels de santé, qu'on est important que l'on entende aussi les juristes, les avocats, les problématiques de liberté publique fondamentale, et puis aussi le citoyen lambda qui veut être vacciné. Mais être vacciné, c'est une chose, être empêché de sortir, c'en est une autre. Voir une atteinte à la liberté d'aller et venir ou une atteinte à l'égalité, c'est encore autre chose. Donc il y a un encadrement législatif et on a une information à donner à tous ceux qui nous entendent. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas être d'accord. C'est important, on se battra toujours pour que vous puissiez justement ne pas être d'accord avec nous. Et c'est ce qui fait le sel de la vie. Alors, j'aimerais juste annoncer, puisque là, ça va se terminer, j'aimerais vous annoncer que nous allons avoir une spéciale passeport vaccinal, parce que je pense que c'est important. Que la prochaine fois, nous ferons une spéciale jeux vidéo. Et là aussi, parce que nos jeunes sont de plus en plus addicts en période de confinement, de crise sanitaire, à ces jeux, donc la dépendance au numérique, on en parlera. J'aimerais que l'on parle aussi du prix de la donnée. Le prix de la donnée, c'est ce que nous mettons en place
pour encourager les étudiants à sortir, on va dire, des sentiers battus, à s'intéresser à l'environnement peut-être un peu dramatique en ce moment, mais qu'ils peuvent pouvoir dépasser, et se poser des questions sur cet environnement numérique, sur nos libertés publiques fondamentales, sur l'encadrement légal. Donc le prix de la donnée, vous voyez sur le site de DataRing, vous pouvez tous y participer, on sera heureux de lire vos essais. Je laisse la parole à Marc qui nous donnera le mot de la fin pour annoncer les prochaines petites causeries, et venez avec nous, rejoignez-nous, débattez, ne soyez pas d'accord surtout parce que c'est important. Alors je ne sais pas si je vais annoncer les prochains, mais juste en mot de la fin, déjà je tenais à remercier France Charrier pour l'organisation de ces causeries, pour la qualité, ainsi que tous les intervenants, pour la qualité de ces échanges. Et je terminerai juste par une sorte de boutade, mais j'y résiste pas. On a parlé tout à l'heure de la question de la propriété de la donnée, et on a parlé tout à l'heure finalement que si on donnait la propriété aux gens, il y aurait les pauvres qui vendraient leurs données et les riches qui ne les vendraient pas. Moi j'ai envie de dire, ça existe déjà, parce que les pauvres achètent des montres Huawei et les riches achètent des montres Apple. Apple ne vend pas les données, Huawei vend les données. Tout simplement. Je pense que c'est réducteur et qu'il y a des simplifications, il y a toujours pareil, et que là c'est un peu simpliste, mais donc nous allons faire, et tu me tends la perche, une spéciale propriété des données. Je vois une consoeur qui justement nous interpelle sur n'y a-t-il pas une troisième voie en termes de droit d'auteur. Je me ferai un plaisir de l'inviter parce que justement on va en discuter. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement une autre issue que ces notions de propriété? Est-ce qu'on ne doit pas raisonner en termes de biens communs? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être à changer de logiciel dans notre appréhension du monde de demain? À bientôt.